Je suis obsédé par les coussins d'hélium parce que j'appartiens déjà à cette société du docteur Stinger qui prétend pouvoir prolonger la vie. Et dans le cas d'un décès subit, au lieu de me mettre dans une boîte de mort comme tout le monde, c'est-à-dire squelette et tout ça, pas du tout, je serai conservé dans de l'hélium à une température très très basse, dont ma mort ne serait qu'une maladie provisoire et guérissable, faisant cocu ainsi tous les détracteurs actuels du divin Dali. Una politica pica pallerica cama torta i bacarica batensis polxics pics pallerics cama torta i bacarics si la poll no hagués sigut xica pica pallerica cama torta i bacarica si polls no haguessin sigut xics pics pallerics cama torta i bacarics. Fini. En 1930, Dali et Gala s'installent dans leur première maison, une modeste baraque de pêcheurs, à Porligat, sur la Costa Brava en Espagne. Au fil des années, ils achètent les cabanes voisines, qu'ils relient entre elles et transforment en cette demeure harmonieuse. Dans son atelier, Dali profite des longues heures de la lumière d'été pour peindre avec minutie une grande toile, le Concile œcuménique. Cette pièce, autrefois unique, faisait fonction d'atelier et de chambre à coucher. Dans la bibliothèque, nulle austérité. L'emplacement de chaque meuble, de chaque objet, ne doit rien au hasard et porte l'empreinte du goût particulier de Dali et Gala. Autoportrait peint à l'âge de 17 ans qui surmonte un dessin représentant Gala. Ici, à Porligat, tous les étés, Salvador Dali s'isole pour méditer et travailler dans ce refuge confortable qu'il appelle sa prison spirituelle. Ça, c'est le couloir cybernétique que mon cerveau est tellement important. Maintenant, j'ai décidé de mettre mon cerveau à l'extérieur de ma maison. J'ai construit des corridors pleins d'haricots secs avec des fils, enfin, comme Raimundo Luglio l'avait fait à son époque. Et comme ça, je peux vivre tranquillement à l'intérieur de la maison pendant que les daliniens déambulent et cherchent de l'information. Les informations, toujours, je le fais à base de fleurs, et très gentiment, parfois quelques raclés, quelques coups de fouet, mais ça c'est tout à fait dans le domaine légitime du divin marquis de Sade. Durant l'été 1967, Dali termine une toile monumentale. De tous les tableaux que Dali a
peint le plus légitimement impérialiste, c'est celui sous l'aspect de tableau de genre que je viens de terminer, qui s'appelle La pêche au thon. J'ai dit le plus légitimement, et je devrais dire le plus militaristiquement impérialiste, parce qu'il s'agit pour la première fois d'un espace et d'une conception du monde limitée, dont la conception absolument à l'opposé de celle de Pascal, l'angoisse duquel nous conduisait aux abîmes insondables des immensités infinies. L'espace de ce tableau est limité par les deux barques qui, s'approchant et en tirant les filets, réduisent de plus en plus l'espace vital de cette biologie grouillante, de cette naissance collective des fonds abyssales de la mer, qui est matérialisée par cette pêche au thon, où nous voyons les sardines et les anchois au dernier moment gicler dans tous les sens comme des véritables particules élémentaires. En effet, les protons, les antiprotons, les pimessons et toutes les dernières particules intraatomiques sont absolument et d'une façon totalitaire chargées d'une énergie violente et paroxytique, uniquement explicable par les limites de l'univers. Si l'univers était sans limite, l'idée même de l'énergie serait impensable et impossible de concevoir. Au cours de l'été 1967, Dali se prête de bonne grâce à une expérience originale. Avec du matériel et des plaques datant de 1840, il sert de modèle pour la plus archaïque des photographies, le daguerréotype. Figé sous le soleil, dans une immobilité complète de 12 minutes. Tout converge dans notre planète et dans cette planète, dans la région où l'homme a établi l'étalomètre, c'est-à-dire la base Bernet, Perpignan, qui sera l'étalon qui servira à Dali et à ses collaborateurs, Tomados et James, pour obtenir sur une plaque daguerréotype, c'est-à-dire la plus rétrograde, la dernière idée la plus méticuleusement pseudo-scientifique et sûrement mathématique, la première photographie de Dieu. Parce qu'il se peut qu'un des grands responsables de la mécroyance et du discrédit de l'idée de Dieu des temps modernes est justement Michel-Ange et les peintres de la Renaissance, lesquels ont peint une image de Dieu, le représentant avec des grandes barbes et style radical socialiste, espèce de Jaurès, orateur et grandiloquent, et c'est certain que la jeunesse de maintenant ne peut pas se satisfaire ni donner crédit à ces images naïves de Dieu.
Salvador Dali suit de très près l'actualité scientifique. La plus grande découverte de ma vie, c'est d'avoir eu l'intuition, 15 ans avant Crick et Watson, d'avoir vu d'une façon absolument hallucinogène les structures moléculaires de l'acide désoxyribonucléique. Cette goutte d'eau forme part de la première information pour obtenir l'image de Dieu. Parce que Dieu, il était très seul et probablement il faisait la création avec un certain degré de scepticisme. Il a créé les anges et les anges étaient à base de lait. Et à ce moment-ci, il a devenu tellement amoureux des anges qu'il en a fait trop et trop vite. D'après le calcul de Max Planck, il aurait pu faire la même quantité d'anges, mais pas aussi vite. Ça lui a explosé sa création des mains, et c'est pour ça qu'en ce moment, Dieu souffre terriblement, il est très très embêté. À Saint-Cloud, le 20 novembre 1967, Salvador Dali donne une conférence sur la gare de Perpignan aux élèves de l'École normale supérieure. Salvador Dali, il a l'habitude de que toutes ses connaissances soient d'ordre viscéral et supergélatineuse. Tous les étés, depuis à peu près 30 ans, il se passe la même chose. Je suis avec l'être que j'aime le plus au monde, la reine de ma vie, que c'est Gala, dans l'endroit le plus beau du monde, Porte Ligat. Et je m'apprête chaque année à produire une œuvre immortelle, c'est-à-dire un chef-d'œuvre. Pendant qu'il y a le Tour de France cycliste, que c'est ce qui me procure la plus grande satisfaction, puisque j'en tout le monde à bicyclette sauf moi, que je suis au frais dans une espèce de plaisir sibaritique, hyperesthésique, je crois que ce chef-d'œuvre est possible, mais au bout d'un mois et demi, je sens que c'est totalement raté. Alors, je m'efforce par tous les moyens de sauver mon chef-d'œuvre, et tous les jours, je me dis, il faut que je sois de plus en plus génial, il faut que tous les jours, je trouve des idées de plus en plus inaccessibles au commun pour sauver mon chef-d'œuvre d'un échec total. Mais septembre commence à septembrer, l'automne arrive, je sens que mon tableau est définitivement condamné, que mon chef-d'œuvre est foutu, et il faut vraiment qu'on parte, et c'est le moment où, inévitablement, nous devons, avec Galan, passer par la gare de Perpignan, où il faut facturer le tableau pour le vendre en Amérique au plus haut prix que possible, même qu'il soit raté. Ce qui se fait invariablement. Et très souvent, quand plus mauvais, plus cher. Mais alors, il se produit un phénomène véritablement incompréhensible et unique, c'est que le jour que je pars pour Perpignan, c'est le premier jour depuis les 7 mois de tension, les 6 mois de tension continuelle où je m'efforce d'être un génie, c'est le premier jour où je me dis, Dali, aujourd'hui tu es un être comme les autres, tu peux être absolument, tu peux te délasser, tu peux commencer à penser aux ortolans que tu mangeras à Paris, route gastronomique, plus de génie,
aucune responsabilité, ni morale, ni esthétique. Et quand j'arrive au boulot, déjà, il me rentre des espèces de démangeaisons étranges dans mon cerveau qui culmine au moment de rentrer à la gare de Perpignan. Et à ce moment-ci, juste au moment où Gala est en train de faire la facturation du tableau et de faire les assurances, à ce moment, soudainement, je vois tout ce qu'il aurait fallu faire pour ne pas rater le tableau, mais c'est trop tard puisqu'il est déjà dans la caisse. Et en 3 quarts d'heure, il se produisent dans mon esprit des éjaculations esthétiques, morales et cybernétiques d'une telle intensité qu'il faudrait vraiment que les gens me prennent pour... En fait, toutes les idées surgissent à ce moment quand c'est déjà trop tard. À ce moment-ci, j'attache d'annoter les choses copieuses et le flot, une espèce de Nil qui m'envahit dans mon imagination. Et ça dure à peu près jusqu'à Lyon. À Lyon, ça décroît. Et quand j'arrive à Paris, je deviens presque un être normal. Novembre 1968. Paris connaît un hiver précoce. À l'hôtel Meurice, Dali s'offre les privilèges de la suite du roi d'Espagne. Où s'articulent, autour d'idées soumises par Dali lui-même, les projets les plus extraordinaires. Ça, on n'entend pas ce que je dis, mais c'est de très bonne qualité. Hey, planète lugubre! Demain matin, j'aurai un spécimen de cet être que c'est l'unique qui prouve scientifiquement que la mémoire peut être répandue tout le long d'un organisme. D'ailleurs, ce que je viens d'inventer quelque chose de merveilleux, c'est qu'on pourrait les soumettre à des traitements de scie pour savoir si vraiment leur mémoire résiste à cette confrontation unique entre toutes et qui a été immortalisée pour la première fois par le divin Dali dans ce tableau fameux qui s'appelle La persistance de la mémoire. C'est Dali qui le répète, la jeunesse. En ce moment, sous les aspects de longs cheveux, de troubadours et lesdits, drogués et angoissés, ne font que chercher, pas Dieu encore, mais des idées pré-angéliques. Et ça peut arriver exactement ce qui est arrivé en pleine Révolution française. C'est-à-dire que les êtres qui étaient préoccupés pour trouver et pour glorifier la déesse raison, en cherchant le plus positif de tous les musulmans, celui du maître à la base de Perpignan, ne faisaient au fond que réaliser la démarche métaphysique
la plus importante de l'époque. Et souvenez-vous que c'est dans les gares, la gare Montparnasse, la gare Saint-Lazare, la gare de Perpignan, et dans le système métrique décimal, que vous voyez apparaître tous les grands fantômes de la peinture métaphysique de Carlo Carra et Georges de Chirico. Derrière le personnage fascinant et provocateur se cache un artiste superbement doué, l'un des plus grands peintres de ce siècle.